Nous présentons ici une vidéo concernant la possibilité d'une propagation particulière du virus lorsqu'il infecte un autre. Pour que les virus se propagent, la transmission est essentielle. Alors, la survie est l'objectif le plus critique pour différents agents pathogènes et parasites, en particulier concernant leurs chances de reproduction. Des recherches antérieures ont montré qu'une manipulation comportementale de l'hôte peut avoir lieu pour promouvoir le meilleur intérêt de l'agent pathogène. Certaines études l'ont montré. La manipulation d'hôtes peut être considérée comme des adaptations qui réquisitionnent le comportement et les actions de l'hôte de manière à promouvoir les meilleurs intérêts reproductifs du virus. Les avantages peuvent en résulter en augmentant les chances de transmission et de survie. Alors, la manipulation de l'hôte a été reconnue dans un certain nombre de pathogènes, d'agents pathogènes tels que la toxoplasmose, la rage, la grippe, les études l'ont bien montré. Il est important de mentionner que certains agents pathogènes sont neuro-invasifs et comprennent comment ils ciblent et manipulent le système nerveux central, ce qui nous permet d'élargir la possible question sur la manipulation de l'hôte. Alors, mettre l'accent sur l'impact des agents pathogènes sur le comportement des individus et les hôtes peuvent également avoir des implications importantes pour la propagation des épidémies et des pandémies, constatant une augmentation du stress et de diverses maladies mentales qui peuvent être très probables au moment de l'infection. La manipulation comportementale peut se produire à différents moments du cycle de vie de l'infection. On va essayer de présenter dans cette vidéo une série d'hypothèses qui peuvent présenter des changements de comportement avant la transmission, pendant l'incubation et avant l'apparition des symptômes. Alors, la première hypothèse ici, c'est de se dire comment le virus pourrait favoriser le contact social parmi les personnes infectées, mais rester asymptomatique pendant la période d'incubation. Ça, c'est la première hypothèse. On sait que la période d'incubation actuelle du SARS-CoV-2 a été estimée à 5 jours, mais a été observée avec une fourchette comprise entre 0 et 24 jours. Alors, il se peut que la période d'incubation soit facultativement sensible à la possibilité du taux de transmission et du R0. En d'autres termes, avec une forte possibilité de transmission, l'incubation jusqu'à l'infection peut être retardée afin de maximiser le nombre d'hôtes. Un autre moyen par lequel le virus pourrait accroître la sociabilité est de réduire les conséquences émotionnelles négatives de l'exclusion sociale. De nombreuses études ont démontré que l'exclusion sociale produit donc des sentiments de douleur, d'inconfort, de perte d'estime de soi. Cet effet il est amplifié par la possibilité de relations de parenté. Alors que les fondements neuronaux de cette douleur sociale, c'est un système d'alarme neuronale qui semble être localisé dans le cortex singulaire antérieur. Alors, si un virus pouvait manipuler justement cette réponse du cortex singulaire antérieur à l'exclusion sociale, c'est-à-dire à la distanciation sociale, les gens se sentiraient moins bouleversés et pourraient donc chercher à augmenter justement cette relation sociale. Donc par exemple faire la fête, se réunir pour faire la fête. En d'autres termes, si on a un groupe d'amis qui nous exclut, on pourrait se retrouver parce que justement l'autre serait intervenu pour diminuer la douleur de l'exclusion sociale, à rechercher d'autres liens sociaux et continuer afin d'éviter justement le côté reclus de l'autre. Alors, il existe pour la seconde hypothèse les pathologies auto-immunes de l'enfant qui sont liées donc à des troubles neuropsychiatriques associés aux infections à streptocoque. Alors, ils produisent une anxiété de séparation accrue et avec des comportements obsessionnels compulsifs. Et ces angoisses de séparation, en fait, elles peuvent favoriser justement l'infection des autres plus âgés. Et cette angoisse de séparation fait que l'autre plus âgé reste auprès de l'enfant, mais lui infecté justement par cette infection à streptocoque, fait que ce virus, si l'enfant devient porteur asymptomatique de ce virus,
Donc ils pourraient fonctionner comme de puissants vecteurs de transmission. Alors pour la troisième hypothèse, c'est une hypothèse tout aussi intéressante qui nous permettra de comprendre l'importance en fait des gestes barrières et d'éviter en fait qu'il y ait une prolifération virale au sein en fait de la communauté humaine. C'est qu'on voit que certaines études font référence justement d'enfants nés de mères infectées par divers agents pathogènes et qui courent un risque accru de complications ultérieures à la fois physiques que psychiatriques. Alors on a observé par des études, vous verrez en fait toutes ces références à la fin de cette vidéo, plus particulièrement les enfants nés de mères infectées par la grippe saisonnière et qui montrent une augmentation de l'incidence de troubles psychologiques particuliers. Alors ces études insistent sur le fait que des enfants nés de mères infectées par la grippe ont 4 fois plus de risques de développer des troubles psychologiques type schizophrénie. Alors bien sûr, il y a beaucoup de choses qui restent controversées dans ces approches d'études, cependant, il ne faut pas les négliger. Alors avec ces hypothèses, il est difficile de pouvoir donner un point de vue sur la manipulation du virus sur l'hôte. Une chose est sûre, c'est que le temps parlera. On tient compte des données passées sur justement ces infections virales qui ont modifié le comportement psychologique de l'animal et aussi de l'être humain pour certains virus. Pour le virus actuel, le SARS-CoV-2, pour l'instant nous n'avons pas de données. Le temps sera là pour justement nous donner les éléments d'information sur ce type de comportement et des comportements ou agressifs ou antisociaux ou la recherche de sociabilité, etc., etc. Tout ça, nous le verrons dans un très proche avenir. Alors nous devons tout de même être conscients du défi et des préoccupations qu'a soulevé cette pathologie, cette infection virale qui a touché le monde entier. Tous les efforts doivent être mis en place pour comprendre et contrôler la maladie. Alors bien sûr, le moment est venu vraiment d'agir. Les études montrent de façon très claire que la phase précoce de l'éclosion du syndrome respiratoire aigu, donc le SRAS, occasionne une gamme de morbidités psychiatriques assez importantes, de dépression persistante, d'anxiété, de crise panique, d'excitation psychomotrice, des symptômes psychotiques, des délires et même des envies suicidaires. Ça, ce sont des faits, des choses qui existent aujourd'hui et on ne peut pas se permettre d'occulter ces événements troublants qui, pour une pathologie comme cette infection virale, nous amènent justement à voir en fait des situations psycho-émotionnelles très perturbants et très excessifs. Alors bien évidemment, la réponse psychosociale à ce genre d'événements affectueux de cette ampleur est vraiment complexe. Alors pour certains scientifiques, ils ont conclu que justement ces réactions émotionnelles et comportementales des patients et du personnel de santé ont été comprises comme une réponse normale et adaptative au stress lors d'un événement accablant. Cependant, c'est bien loin d'être le cas. Ce facteur stress adaptatif lors de situations difficiles, ici, est exacerbé. Il apporte une morbidité très importante et on ne peut pas se permettre d'occulter ce passage prétextant que c'est juste une adaptation au stress. Il est important dans une situation comme celle-ci, dans une pandémie particulière comme celle du SARS-CoV-2, que des équipes multidisciplinaires, justement des psychiatres, des infirmiers, des infirmières psychiatres, spécialistes en psychiatrie, des psychologues cliniciens et d'autres spécialistes dans le domaine psycho-émotionnel doivent fournir un soutien en santé psychologique aux patients comme aux travailleurs du monde médical. Des traitements justement psychiatriques, des accompagnements psychologiques doivent être mis en place
et surtout ne pas occulter cette partie très importante de ce déséquilibre psycho-émotionnel qui amène justement à des situations très critiques de l'infection suite à l'infection virale. On montre vraiment, et vous le verrez par la suite, et probablement que le temps parlera suite à ces différentes hypothèses que nous avons soulevées dans cette vidéo, que l'impact justement et l'infection virale sur l'hôte a juste eu un impact directement sur le système nerveux central, comme d'autres pathologies que nous avons soulignées, la toxoplasmose, la rage, la grippe saisonnière, qui intervient directement sur la sociabilité de l'être humain. Restons vigilants et surtout soyons très attentifs aux changements d'humeur, aux personnes fragiles, et faisons tout pour mettre en place ces gestes barrières afin d'éviter justement d'exacerber des pathologies ou plutôt des patients très fragiles au niveau psychologique qui pourraient être infectés par des porteurs justement asymptomatiques et qui justement ce virus utilisant l'hôte pour se reproduire et infecter encore davantage d'autres hôtes. Au fil de l'évolution, certains parasites ont acquis des méthodes de transmission très étonnantes, jusqu'à parfois manipuler leur hôte de façon radicale. Cette vidéo apporte des hypothèses, mais des hypothèses qui ont un sens réel et tangible. L'exemple de la toxoplasmose, qui est une infection parasitaire présente partout dans le monde, due aux protozoaires, organismes unicellulaires. Ce parasite peut se retrouver sous 3 formes. Une forme végétative lorsqu'il est seul et particulièrement vulnérable, une forme kystique mesurant entre 50 et 200 microns, plus résistante, entourée par une membrane épaisse de forme sphérique qui peut contenir jusqu'à plusieurs milliers de parasites, et sous forme d'œuf, très résistant, même à la javel, que l'on retrouve dans le milieu extérieur et qui peut résister plusieurs mois dans le sol. L'infection par Toxoplasma gondii est dans la grande majorité des cas asymptomatique, mais pendant la grossesse, elle représente un risque sérieux pour le fœtus. Alors posons-nous la question, notre cerveau peut-il être pris en otage par certains parasites ou virus? Alors la question elle est posée. Il est maintenant bien connu qu'un très grand nombre de parasites manipulent le comportement de l'hôte, et ce phénomène est très fréquent. Concernant par exemple la toxoplasmose, comme on l'a dit, le Toxoplasma gondii, il est aussi capable de modifier le fonctionnement des neurones afin d'enrichir le comportement de son hôte. En effet, une équipe de chercheurs a révélé que ce parasite se loge dans l'amygdale, zone impliquée dans la peur, et modifie la réaction de la souris à l'urine de chat, qui au lieu de fuir, se précipite et augmente les chances de se faire dévorer. Alors des études similaires menées chez le singe et l'homme infecté montrent des résultats similaires, c'est-à-dire qu'une répulsion moins forte, voire une attirance pour l'urine des félidés. Alors ces observations ont amené un certain nombre de scientifiques à se demander quels sont les effets d'une infection sur le comportement et la personnalité chez l'homme, notamment dans certaines maladies psychiatriques telles que la dépression, les troubles bipolaires, les troubles obsessionnels compulsifs, la toxicomanie ou la schizophrénie. Quelques corrélations ont été mises en évidence entre la présence de la toxoplasmose et certains troubles du comportement, comme l'augmentation de la prise de risque, un ralentissement des réactions, ainsi qu'un sentiment d'insécurité et de doute. Alors néanmoins, il est important de noter qu'il n'existe aujourd'hui aucune preuve formelle de l'impact de la toxoplasmose sur le comportement de l'homme. Ce sont des faits, mais il faut encore étudier et aller encore beaucoup plus loin. Dans le cas de la schizophrénie, la possibilité que la toxoplasmose soit une des causes de la maladie est étudiée depuis les années 50. Ces études ont notamment permis de montrer que les patients souffrant de schizophrénie présentent des taux élevés d'infection par Toxoplasma gondii et que certains traitements stabilisateurs d'humeur, aussi connus comme ayant une action contre la toxoplasmose, entraînent de meilleurs résultats sur les patients schizophréniques infectés par Toxoplasma gondii. Alors dans nos précédentes vidéos, nous avons bien expliqué et montré que la plupart des médicaments utilisés étaient des antiviraux, mais il y avait aussi 2 antiparasitaires. Alors tout ce qu'on dit, c'est une approche théorique qui est aussi validée par certaines études, par des faits aussi. N'oublions pas que
quand on est malade, on a certaines humeurs et certains troubles psycho-émotionnels qui sont comme la fatigue, la dépression, les sentiments de douleur, les sentiments en fait d'isolement. Tous ces sentiments sont une réalité et l'infection virale intervient sur la partie psycho-émotionnelle. Nous ne savons pas encore comment le SRAS-CoV-2 intervient lui directement. Cependant, avec les connaissances que nous avons sur des pathologies telles que les infections parasitaires ou d'autres infections virales, on peut se projeter et on peut se poser des questions justement sur certaines attitudes excessives que nous avons pu rencontrer depuis quelques mois. Alors bien évidemment, nous sommes dans une démarche scientifique et pédagogique. On est là pour apporter des informations, de soulever des questions et des approches théoriques intéressantes qui doivent permettre à tout un chacun d'être plus vigilant et d'appliquer probablement avec plus de vigilance les gestes barrières et faire très attention à ces contaminations dormantes, parce que quand on parle de personnes asymptomatiques, ils sont asymptomatiques mais porteurs du virus, et donc quand justement ce virus qui utilise l'autre pour se propager encore davantage, lorsqu'on touche justement des personnes vulnérables au niveau psychologique ou vulnérables au niveau physiologique, les résultats peuvent être dévastateurs.